Ouais, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur la chaîne de Parole d'honneur pour la perme, l'émission d'actualité de la semaine. Alors ce soir, on a un petit gros programme, comme d'habitude, hein. Tout d'abord, on va parler des mobilisations qu'il y a eu à Sciences Po, le gros blocage qu'il y a eu à Sciences Po la semaine dernière. Donc on a des étudiants de Sciences Po, je vais les présenter juste après, mais on va en parler avec eux. Ensuite, on va avoir des membres du collectif Vietnam Dioxine pour parler de l'affaire de l'agent orange, donc la guerre chimique qui a été menée par les États-Unis pendant la guerre du Vietnam contre les Vietnamiens, hein. Donc on parlera de tout ça. Moi, je suis très contente de ce programme. Je vais apprendre plein de trucs. Et avant de commencer, je vais faire la promo de l'article de Ouria. Ouria qui a écrit un article bilan de la marche du 21 avril. C'est sur le site du QGD Colonial. Je ne sais pas si on peut le mettre dans le chat, ce serait bien. Mais voilà. En tout cas, c'est un gros article qu'il faut aller lire. Un bilan politique, quoi. Comme Ouria sait si bien les faire. Avec moi sur le plateau, Youssef Boussouma. Youssef, comment ça va? Est-ce que tu peux prendre ton micro? Un petit mot, Youssef? Bonjour, comment allez-vous, chers amis? Ouais. Alors, je réponds à la question. Bonsoir le chat. Les tontons Youssef, on compte reprendre ça par la suite avec l'ami Wissam. On compte reprendre cela lorsqu'on est un petit peu stabilisé au niveau du studio. Voilà, donc non, ça n'est qu'une petite pause. Et en attendant, n'hésitez pas à aller suivre le podcast qui est sur toutes les chaînes de podcast, Spotify, Apple Music, Deezer et tout. Parce que je pense qu'il y a plein de gens qui connaissent pas le podcast en tant que tel, mais il y a eu les lives et ensuite on a tout fait en podcast avec John qui est derrière la caméra là juste ici et qui a pris grave du temps pour faire les... Bravo, John. Voilà. Merci John au fait parce que c'est John qui avait eu cette idée, ouais, effectivement. Pour faire les podcasts, il a eu l'idée, il a fait les podcasts. Donc il a fait les découpages et tout, donc vraiment allez vous abonner au podcast Tonton Youssef raconte-nous une histoire. Voilà. Ensuite, Adèle, ça va? Ça va, Ouais, tranquille. tranquillement. Ouais, ça va. Hubert. Bonsoir, ça me fait grave plaisir d'être ici et pas sur BFM. C'est un plaisir. Les gens, ils ont dû te voir sur BFM TV. Même l'autre fois que tu as découvert là-bas. Bah oui, moi c'est comme ça que j'ai découvert. Ouais. Et il assure. Et on avait Franchement, grave le boss. kiffé, hein, Merci. il tient tête. les étudiants stylés, quoi. Salut Kevin, bienvenue. Et donc Hubert, tu es étudiant à Sciences Po pour ceux qui ne savent pas. Et donc tu es engagé dans la mobilisation pro-palestinienne à Sciences Po. Donc on va en parler juste après. Maxime. Bonjour Mariam, bonjour à tous. Merci pour l'invitation. T'inquiète. Sabrina. Salut tout le monde, salut le chat. Aymen. Salam à tous. On est là, Lucien Riquet. On la est là, semaine on est là. dernière. Le garde du corps de Rima Hassan. Exactement. Entre autres. Il nous a dit des trucs en coulisses, franchement. Ouais, qui commence. De ouf. En tout cas, n'hésitez pas pendant le live à réagir au chat. On a décidé de plus le faire parce qu'on avait abusé récemment dans les permes. Mais franchement, n'hésitez pas à réagir. Ils n'étaient pas pertinents aussi. C'était pas pertinent. Pas pertinent. Le chat, on dit que vous n'êtes pas pertinent. Voilà. Si c'est pas de la provocation, ça, je sais pas ce que c'est. Ça va être interdit. Respect au grand tunnelier. Sur le chat. Vas-y, ça défends-toi. Non mais attends, bientôt ça va être interdit, ça va être passible de poursuite de parler de tunnel, hein. Vous êtes au courant. Au train où les choses vont, ça m'étonnerait pas, toi. Comment il a dit tunnel? Non mais ce qui est marrant, c'est que à chaque fois dans les vidéos YouTube, et je vous jure que c'est vrai, dans les commentaires, à chaque fois pendant la perme, donc Youssef est toujours dans la perme. Youssef, on est d'accord, c'est celui qui parle le plus parmi tous les gens sur le plateau. Et il y a toujours des gens dans les commentaires YouTube qui disent mais laissez parler Youssef. Mais j'ai envie de leur dire mais il parle 70% du temps. Mais pas du tout. Quoi? Mais c'est l'impression. À chaque fois que je commence à parler, mon tunnel est aussitôt interrompu. Mais vraiment. C'est incroyable. Comment tu dis? Censuré. Ouais, silencieux, j'aime bien le mot. Silencieux, c'est marrant, hein. Bon les amis, on rentre dans le vif du sujet. La première chose que vous m'avez dit, que Aymen, tu m'avais dit quand tu m'as parlé de la manif vendredi, enfin du blocage pardon de Sciences Po. Est-ce que vous condamnez les tunnels? Du blocage de Sciences Po. Tu m'as dit Mariam, t'es en train de rater une journée historique. Vous m'avez dit ça, c'était historique et là tu l'as redit tout à l'heure. Pourquoi c'était historique? Comment vous avez vécu cette journée? Comment est-ce que ça s'est préparé cette journée? J'imagine qu'il y a eu une AG pour décider de faire un blocage, Ouais, etc. c'est plus eux qui savent Occupation, comment ça s'est, etc. Voilà, racontez comment ça s'est passé et ensuite pourquoi est-ce que c'était historique entre guillemets. Du coup, ce qui s'est passé, c'est une action qui rentre dans le cadre de toutes les actions du comité Palestine, du coup, depuis le mois d'octobre, avec du coup comme point culminant le fameux 12 mars. Et du coup, en fait, ça a commencé mercredi soir, avec du coup, il y avait une agora étudiante sur le campus de Saint-Thomas. Et à la suite de ça, a été décidé en assemblée générale d'occuper le campus pour la nuit. Du coup, il s'est passé quoi? La direction de Sciences Po a appelé les CRS qui sont arrivés vers 23h. S'en sont suivis des heures de négociations qui se sont soldées avec le directeur de Sciences Po qui demande aux CRS de rentrer dans Sciences Po. Je rappelle que c'est une première historique que des policiers de CRS rentrent dans l'enceinte de Sciences Po. Et
D'abord, dans n'importe quelle fac, normalement, c'est rigoureusement interdit. Exactement, c'est pour ça que c'était vraiment scandaleux. Donc ceux qui ont bien voulu se plier aux ordres de la police sont sortis dans le calme. Ceux qui ont voulu rester ont été soulevés par les 4 membres. Et tout ça, on a pu le suivre avec un live Instagram du comité Palestine. Un live vraiment choquant. Enfin, il y avait une proportion policière qui était juste hallucinante, quoi. Il y avait beaucoup de CRS pour peut-être 50 étudiants. Il y avait genre 150 CRS, 50 qui sont rentrés et 100 devant, alors que c'était des étudiants pacifiques et enfin abus de pouvoir énorme. Voilà. Et du coup, à la suite de ça, bon, évidemment, grosse colère. Et du coup, le lendemain, on a décidé avec tous les gens qui sont mobilisés pour la Palestine à Sciences Po de faire une sorte d'occupation, mais bon, c'est pas vrai. Enfin, une sorte d'occupation de la péniche qui a duré plusieurs heures tout l'après-midi. À la suite de ça, on a eu une assemblée précise que c'est la péniche parce que les gens vont pas comprendre. Pardon, excusez-moi, la péniche. Pardon, je suis un peu dans un entre-soi de Sciences Po, excusez-moi. La péniche, du coup, c'est le hall d'entrée de Sciences Po, pour précision. Et du coup, à la suite de ça, on a fait une AG. Et c'est là qu'a été décidé le blocus du campus le lendemain. Donc, ce blocus, il a été Et pourquoi ça a été décidé donc? Ça a été décidé déjà sur le fondement des revendications. Et en réponse à la répression policière. Du coup, je vais rappeler vite fait les revendications qui étaient celles du comité Palestine. Donc, tu me corriges si je me trompe. D'abord, il y avait la levée immédiate des sanctions qui planaient au-dessus de la tête des étudiants qui étaient mobilisés. Les sanctions qui avaient commencé, qui avaient été déclarées vers le 12 avril, je crois. Vers le 12 avril. Donc, il y avait d'abord ça. Deuxièmement, on a tenu d'une AG avec tous les professeurs et tous les étudiants et la direction pour avoir enfin un dialogue vraiment constructif et non pas fondé sur l'intimidation et le chantage. Et troisièmement, du coup, la principale revendication qui était celle de l'ouverture d'un comité de recherche pour investiguer sur les partenariats de Sciences Po avec les universités et autres entités qui étaient du coup potentiellement impliquées dans la politique génocidaire menée par le gouvernement israélien. Donc, à la suite de ça, on décide de bloquer le campus. Le campus est bloqué. Vas-y, tu peux raconter si tu veux le reste de la journée. Et du coup, donc, comme ça a été dit, on a bloqué donc, pour imposer un dialogue avec la direction. La direction de Sciences Po ne nous a pas écoutés avec nos 3 revendications. Et tout ce qu'ils ont fait, c'est nous envoyer la police. Donc c'est pour ça qu'on a occupé. Et le matin, vendredi matin, du coup, après avoir dormi dans Sciences Po avec genre 80 étudiants et étudiantes, on a fait une conférence de presse devant Sciences Po pour expliquer ce qui se passait à la presse. Et on a bloqué toute la journée dans la rue. Il y a plein de gens qui sont venus nous soutenir, plein d'étudiants d'autres facs, il y a des députés qui sont venus aussi. Députés LFI. Ouais. CEDEC aussi, collectif des Bien jeunes CEDEC, qui étaient là et ouais. faut en parler. Le NPA aussi, Révolution Permanente, vraiment un soutien énorme. De fou. Et donc ça nous a permis d'avoir une première victoire, puisque du coup la direction de Sciences Po a accepté d'abandonner les poursuites contre les étudiants. Ça c'est quand même ce qu'on demandait. À la fin de la journée, vraiment à la fin de la journée. Parce que c'était pas ça au début. Au début c'était quand même des grosses menaces et des grosses intimidations sur les étudiants. À base de vous allez perdre votre diplôme. Et puis même des mots violents, bon je vais pas les redire ici, des mots violents, des menaces de sanctions disciplinaires, des menaces d'envoyer la police à l'intérieur, des menaces physiques, bref, beaucoup de menaces. Et excuse-moi, de la part de qui? De l'administration de Sciences Po. Non mais précisément des gens connus, parce que tu dis on va pas répéter ici. Non mais on va pas répéter. Non mais il dit on va pas répéter ici. Non mais comme si c'était. Non mais c'est pas utile, les gens de la c'est pas vie utile. étudiante, les responsables avec l'on c'est ça. Hein. Non mais c'est important de savoir exactement, je veux dire. Non, mais je dirais pas de nom, mais c'est juste des représentants de l'administration. Non, d'accord. Mais qu'est-ce qu'il quoi comme menace, par exemple? Je voulais ça. Ouais, non, mais oui. Ils ont menacé, je crois, de elles sont retirer communiquées, les j'arrive. diplômes. Ils ont aussi menacé de suspendre les étudiants, en gros de les sanctionner, de les virer, quoi. Et peut-être pas les autres. Une petite seconde, Vas-y, je les ai. cherche. En tout cas, là, ouais. Oui, c'est pas 2 heures de colle, quoi. Ah non, c'est pas de leur non, école. non. C'était Ouais. vraiment pourrir votre Donc, avenir. quoi. menace de suspension immédiate de leur scolarité, la possibilité de priver les étudiants de leur diplôme, la direction intérimaire de Sciences Po qui dit aux étudiants qu'ils s'en foutent de leur scolarité. Ah oui, un truc aussi super important, ils ont menacé de décaler les examens au mois de juin. Et ça rentre dans quelle tactique? Dans la tactique de faire une opposition interne au mouvement étudiant, donc en gros déjà qu'il y avait un sacré mouvement de résistance au sein de la communauté étudiante, de les radicaliser pour que eux se retournent contre nous et qu'il y ait en fait une sorte de fight interne à Sciences Po. Une tentative de faire évacuer nos camarades par une autre sortie sans aucune protection de la menace fasciste dans le quartier, parce qu'il y avait la LDJ, d'autres trucs fascistes.
et la menace de voir les CRS prendre d'assaut le bâtiment et interpeller les étudiants encore à l'intérieur. Et on rappelle aussi que du coup, il y a beaucoup d'étudiants étrangers qui participent à ces mobilisations et que pour eux, leur enlever leur diplôme, en fait, c'est leur enlever leur papier, en fait, c'est leur enlever leur titre de séjour et donc les virer. Bien sûr. Donc, voilà. Est-ce que je peux faire un petit point sur les partenariats de Sciences Po avec les facs israéliennes? Ça faisait partie de nos revendications. Juste, pour expliciter un peu, du coup, Sciences Po a des partenariats avec 4 facs israéliennes. Je me focus sur 2 d'entre elles. Donc, on a l'université Ben Gurion du Negev, l'université de Tel Aviv, l'université hébraïque de Jérusalem et l'institut de recherche de l'université de Reichmann. L'UNIF de Tel Aviv, elle diffuse le narratif du gouvernement israélien, c'est-à-dire un combat du bien contre le mal. Et c'est dans cette fac qu'a été établie la doctrine d'Aïa. Ça, c'est quoi? C'est la doctrine de l'usage disproportionné de la force et le ciblage délibéré des civils. Oui, c'est du nom de... c'est le nom... Liban, non, c'est pas un village du tout. C'est la banlieue sud de Beyrouth. Ouais, voilà. C'est le quartier de la banlieue sud de Beyrouth qui avait été complètement annihilé en 2006 lors des bombardements israéliens. Cette fac, elle a envoyé plus de 5000 étudiants au front en les gratifiant de 1000 shekels chacun et avec une gratification supplémentaire s'ils prenaient part aux unités combattantes. Deuxièmement, l'UNIV hébraïque de Jérusalem, celle-ci, elle proclame fournir divers équipements logistiques à plusieurs unités militaires. Elle abrite une base militaire pour former les élites des services de renseignement de l'armée israélienne et aussi elle suspend en fait les libertés académiques de ceux qui ont un mot pour la Palestine. Dans l'université, on a par exemple Nadera Shalhoub Kevorkia qui avait juste critiqué la politique génocidaire d'Israël et qui a été suspendue avec comme justification que l'adhésion aux valeurs sionistes était la condition sine qua non pour enseigner dans cette fac. Donc voilà, ça c'est juste pour un peu expliciter les liens qui sont quand même notoires des universités israéliennes avec la politique génocidaire menée par le gouvernement israélien et le fait que Sciences Po puisse au moins étudier la possibilité de suspendre ces partenariats, ça serait la moindre des choses, surtout qu'ils l'ont fait avec la Russie le 2 février. Ils coupent leurs 5 partenariats avec les universités et entreprises russes. Et je rappelle aussi qu'en Norvège, 5 facs norvégiennes en janvier 2024 ont coupé leurs liens avec les universités israéliennes. Donc ça, c'est quand même la revendication sur laquelle maintenant on veut s'axer parce que on pourra avoir tendance à penser que maintenant on a eu notre victoire et que c'est fini. Pas du tout. C'est une mini-victoire, c'est une simple reconnaissance de notre combat, mais c'est pas du tout fini. Maintenant, il faut vraiment qu'on s'axe sur le boycott universitaire parce que ces liens sont explicites et sont trop graves. Et moi, j'ai une question, parce que je trouve que c'est intéressant. Parce qu'il y a quelqu'un qui avait fait la remarque de dire « Ah, c'est marrant que la mobilisation, elle vienne de Sciences Po, donc l'école vraiment, entre guillemets, des élites, et pas nécessairement d'autres facs, peut-être, où il y a des étudiants qui sont peut-être plus à gauche. » Moi, je voulais vous poser la question, c'est quels profils qui se sont mobilisés, qui sont à l'origine de la mobilisation? Est-ce que c'est un syndicat? Est-ce que c'est des personnes très politisées? Est-ce que c'est plutôt les jeunes promos, plutôt les anciennes promos? Comment vous expliquez que ça marche, quoi, la mobilisation chez vous à Sciences Po? Là-dessus, je pense qu'il y a déjà un peu un effet déformant du fait que Sciences Po, c'est Sciences Po. Ils en parlent au moindre truc qu'il y a. Et donc déjà, ça, c'est un truc que nous on essaie de combattre en visibilisant aussi qu'il y a dans d'autres facs. À la Sorbonne, on avait aujourd'hui, mais dans d'autres facs encore, peut-être moins visible que Sciences Po. Donc déjà, sortir un peu de cet effet déformant, comme c'est l'école des élites, on en parle plus. Et ensuite, dans les étudiants qui sont mobilisés, je pense qu'il faut dire qu'on a eu quand même, il y a des syndicats qui sont pas mal investis, Solidaire, l'Union étudiante, il y a aussi Attaque qui s'est pas mal investi. Donc il y a des assos qui ont porté leurs responsabilités, qui l'ont fait. Et après, sur le profil des étudiants, là, franchement, c'était assez divers. Il y a une diversité folle, une diversité ethnique, sociale. C'est vraiment ça qui est fort, en fait, dans ce mouvement. C'est que, contrairement à ce qu'on entend sur BFM, CNews et tout, on pourrait croire que c'est seulement des étudiants racisés, arabes, musulmans, etc. Pas du tout. Il y a des étudiants de toute sensibilité qui nous ont rejoints, évidemment, sensibilité humaniste. Ça, c'est quand même la base de notre mobilisation. Et non, c'est une diversité énorme et c'est ce qui fait aussi, je pense, la force de notre mouvement. Et c'est aussi pour ça qu'ils ragent, parce que je vois sur Twitter, quand il y a des gens racisés qui passent, ils les insultent de quotas, etc., et qui sont pas satisfaits de la chance qu'ils ont. Et quand c'est moi qui passe, ils me disent que je suis un collabo, que je suis un traître et tout. Donc on voit bien qu'ils ragent parce qu'on est tous ensemble dans ce combat, en fait. Justement, je pense que tu as complètement raison. Moi, j'ai découvert Hubert sur tes passages TV à BFM, où Hubert tenait tête à des politiques comme des députés macronistes et aussi à des journalistes. J'ai vu aussi que sur les réseaux sociaux,
plateau, par exemple, quelqu'un comme Gabriel Attal te traiter aujourd'hui, désolé, je le répète, de pourriture bourgeoise antisémite. Ouais, Bruno Attal. Bruno Attal. Pardon, j'ai dit quoi? J'ai dit Gabriel Attal. Gabriel Attal, il a dit autre chose que Désolé. Un Attal pour Attends, empêcher un autre. Ouais. Je peux finir. Et en fait, c'est ça que je trouve super, c'est que tu arrives sur un plateau, t'es tout propre, tout mignon, voilà. T'es pas un sadiste, t'es pas un mec de Saint-Denis à kéfier, t'es pas un schlag, t'es pas un indigène de la République. T'arrives, quand la macroniste le traite de radicalisé, parce qu'hier, il y a quand même une députée qui t'a traité de radicalisé en plein direct, qu'est-ce qu'il répond, Hubert? Il répond, bah si je suis radicalisé, alors Chirac et De Gaulle aussi, parce qu'ils sont d'accord avec moi. Et ça, j'ai trouvé ça génial, parce qu'en fait, il y a des gens qui regardent BFM, ils sont peut-être des millions, je ne sais pas. Et quand ils voient ça, ils se disent, attends, c'est quand même bizarre. Hubert radicalisé, moi j'y crois moyen. Voilà. Et du coup, aussi, ça montre que la lutte pour la Palestine, que toi tu appelles humaniste, puisque c'est comme ça que tu te définis, c'est pas une lutte qui est réservée, comme ils disent, aux islamo-gauchistes ou aux intégristes, aux radicalisés. En ce moment, c'est une lutte qui est en train d'être portée par la population. Je peux pas dire en général, mais par une population qui est quand même large, et puis surtout qui n'est pas, comme l'a dit Gabriel Attal, puisque c'est comme ça qu'il vous a défini, comme la minorité dangereuse. Voilà. Donc moi je trouve ça super, je l'encourage à aller voilà, partout à la télévision. C'est le grain de sable qui fait dérailler la machine. Non, en vrai, merci. Ce que je voulais dire. Désolée. Non, c'est vrai. Mais et après aussi là-dessus, c'est vrai que moi au départ, je me sentais pas le plus légitime pour aller parler de ça, mais c'est vrai que il y a tellement des vagues d'insultes racistes qui tombent direct et c'est tellement facile pour eux de dire c'est des islamo-gauchistes parce que ça correspond à l'image de racistes qui se font dans leur tête que bah en vrai, si moi j'ai conscience que comme je m'appelle Hubert, j'ai une tête de Bourges, j'arrive avec mon petit pull bleu marine, bah je vais pas me faire insulter d'entrée de jeu. En vrai, Tu vois, mais t'es beaucoup moins classe pour venir chez nous. Ah. Non mais Il est beaucoup plus classe, la veste en cuir, c'est de gauche, tu vois. Ouais, vraiment. donc voilà, c'est chacun a sa contribution et bien sûr c'est le collectif qu'il faut visibiliser. Mais si moi ce que je pouvais faire c'est faire entendre cette voix-là, bah en vrai je suis content que ça ait servi et je vais continuer à le faire. Bah ouais, surtout, même si Sciences Po, entre guillemets, c'est l'école des élites et tout, bah c'est quand même une école où on apprend à penser, où on se politise, où Exactement. on s'engage, et c'est quand même une école qui promeut, entre guillemets, tout le temps la démocratie, entre guillemets, voilà, la liberté d'expression et tout, tu vois. Ouais. Et justement, c'est aussi ça qu'il y a comme ambiguïté dans cette école. Souvent, c'est que quand il y a des mouvements sociaux, on dit alors oui, faites des conférences, mais pas non, mais l'invité là, non, par contre, non. Et puis faites la conférence, mais 1h30, pas plus. Et puis pas trop de prise de parole, et puis ceci, et puis cela. Et en fait, ça, c'est un truc. Je me souviens que c'était une blague que j'avais entendue. C'était un institut d'études apolitique presque, tu vois. Parce qu'il y a des moments, en fait, on vous dit faites de la politique, mais ne faites pas vraiment de la politique. Surtout dans les moments de blocage, c'est là où l'administration, elle a souvent un discours qui est contradictoire. C'est que voilà, on nous dit faites de la politique, mais quand il y a des blocages, ils disent bah non, là ça empêche les étudiants, la majorité des étudiants qui sont là pour étudier, mais qui sont pas là pour être dérangés par vos bêtises de grève ou de blocage ou je sais pas quoi. Laissez la politique en dehors. Ici, on est là pour étudier et laisser les étudiants étudier tranquillement. C'est ce que Gabriel Attal disait ce matin. C'est le discours qu'on entend tout le temps. Les directeurs d'établissements de Sciences Po ou de fac, c'est toujours le même discours. Quand il y a un blocage ou des mobilisations un peu comme ça qui entravent pour de vrai, on va dire, le processus classique d'enseignement, voilà, ils disent qu'il y a une minorité radicalisée, dangereuse, qui impose ses idées à la majorité et qui impose ses méthodes. Voilà, ça c'est un truc qu'on entend tout le temps. Youssef. Parle bien dans le micro. Ouais. Ça a toujours été comme ça. Hein. Avant, c'était vraiment tout le temps comme ça. C'est l'argument à chaque fois. En 68, dans les années 70, c'était tout le temps comme ça. C'est que c'était la liberté. Alors, c'est la liberté d'étudier. C'était au nom de la liberté d'étudier. Comme dans les entreprises, c'était au nom de la liberté du travail qu'on condamnait les grèves. Ça marche le micro là? Ouais. Et donc, ouais, bah, ça va. C'est pas droit, c'est pas de ma faute. Hein. Et donc je disais que c'est toujours au nom de la liberté du travail qu'on interdit les grèves, c'est toujours au nom de la liberté d'étudier qu'on interdit les études, c'est toujours au nom... Bah alors, quand est-ce qu'on pense? Les étudiants, ça pense, c'est fait c'est d'abord fait pour ça, les facs, hein, les études, c'est d'abord pour réfléchir, c'est pas fait pour ingurgiter comme des connaissances et les recracher ensuite. C'est un lieu de pouvoir, c'est un lieu où se joue le pouvoir. Bien sûr, c'est un lieu où se joue le pouvoir, et d'ailleurs, c'est comme si les facs... eh bien, ne recevaient pas l'idéologie dominante en permanence. Hein. Ce qu'on appelle la normalité dans une fac, c'est lorsque l'idéologie dominante peut traverser les esprits sans problème. Hein. Tous les soirs à la télévision,
on ingurgite de l'idéologie dominante en permanence, quasiment avec des entonnoirs, là, comme ça, hein, mais ça pose aucun problème. Hein. Et dès l'instant où on contredit cette idéologie dominante, et si c'est pas dans les facs, alors où est-ce qu'on va le faire? Eh bien, aussitôt, ça devient comment du gauchisme, ça devient comment on méprise les études, etc. Oui, alors juste une petite... Alors, deux choses. D'abord, la première, on peut s'étonner du fait qui fait... Alors, en même temps, la réponse, on l'a, hein, mais que ce soit effectivement à Sciences Po et non pas dans une fac comme Paris 8, la fac que j'ai fréquentée, hein, qui était supposée être la fac gauchiste, etc. Comment? Non, je dis on a honte pour Paris 8, mais j'y suis aussi, mais c'est... Ouais. Voilà. Mais alors, en même temps, c'est plus facile. Quand il y a des étudiants mobilisés à Paris 8, il y a moins de caméras qu'à Sciences Po aussi. Pardon? Quand il y a des étudiants mobilisés à Paris 8, il y a moins de caméras et plus de flics qu'à Sciences Po aussi. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi effectivement? Alors bon, en même temps, la conscience... Moi, je pense que la conscience par rapport à la Palestine, c'est une conscience, à mon avis, humaniste, tout simplement, hein, et en même temps politique, parce qu'il y a deux niveaux. Il y a le premier niveau, c'est d'abord la conscience humaniste par rapport à ce terrible génocide, et ensuite la conscience politique, parce qu'effectivement, il s'agit de l'impérialisme. Et quand on fait le lien entre le sionisme et l'impérialisme, on voit bien que ça concerne tout le monde. Mais alors, comment expliquer qu'effectivement, on a l'impression qu'il y a moins de mobilisation dans des facs historiquement de gauche, comme Nanterre, comme Paris 8? Vous avez une explication, non? Moi, j'ai juste, enfin, c'est pas une explication directe à ça, mais en fait, devrait avoir une mobilisation partout, dans toutes les facs. Moi, je suis à Dauphine, donc c'est fac de droite historique, et il y a une mobilisation qui devrait avoir, parce qu'il y a une majorité d'étudiants sensibles à la cause palestinienne. Et nous, dans notre cas, j'avais quelqu'un dans le chat qui avait dit ouais, on les laisse faire des conférences. Nous, dans notre cas, on a essayé de faire des conférences, même de projeter les films, on n'a pas eu le droit. Donc il y a eu des répressions. Hein. Ouais, c'est pire que ça. Il y a des répressions. Voilà, c'est ça en fait, c'est que faut pas avoir une lecture trop politisée non plus et faire une cartographie politique des facs. Là, la question palestinienne, ils l'ont très bien dit, elle touche tout le monde, que ce soit le riche BG de la fac, le mec populaire ou le rebeu comme moi cramé. Genre, il y a vraiment pas de visage type, et je pense que l'enjeu c'est de... Ah, il y a un ancien de Paris Dauphine dans le chat, il est content. Ouais, dédicace à lui. Et c'est quoi? C'est la répression qui fait qu'il y a moins de mobilisation à Paris 8, etc. C'est la répression. Sur les administrations, il y a des pressions qui sont faites. On nous fait perdre du temps, on nous laisse s'organiser un petit peu en comité, mais il n'y avait pas de problème pour inviter Rachida Dati, pour inviter Eric Ciotti, pour leur dérouler un tapis rouge, des personnalités politiques qui sont pas non plus les plus lisses qui soient. Voilà. Des gros réacs qui ont un casier judiciaire long comme le bras. Donc, oui, on s'en fout, mais dans leur rhétorique à eux, c'est... Parce que nous, on va nous répondre, parce que nous, on essaie d'inviter Rima Hassan et on va nous répondre, elle va être convoquée pour apologie du terrorisme. Elle a été interdite aussi à Lille, hein, à Lille le 2. D'ailleurs, on fait un référé liberté sur ça. Le procès a lieu le 2 mai. Et merci à Amal Bentounsi pour ce qu'elle nous a apporté. Stylé. Merci à un certain monsieur... Non, c'est pas lui notre avocat. Mais... D'accord. Et oui, non, mais en fait, quand je disais la fac, c'est un lieu de pouvoir, c'est un peu comme dans la société, c'est-à-dire que peut y avoir dans la société peut-être plus de gens, dans certains endroits, qui ont des sensibilités pro-palestiniennes, mais aux élections, c'est la droite qui gagne. C'est une question de mobilisation, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une fac, il suffit des fois, moi j'ai vu ça, c'est des facs, où peut y avoir majorité de personnes, entre guillemets, qui sont en foot ou qui sont de droite, mais il suffit qu'il y ait 2 ou 3 personnes qui se mobilisent et qui lancent le truc et qui prennent en main le truc pour aller rassembler des gens, aller chercher les gens et faire naître une mobilisation. Donc des fois, c'est des questions d'organisation aussi. C'est un truc de dynamique aussi. Et je sais qu'à Sciences Po, il y a aussi un double diplôme entre Sciences Po et Columbia. Et à Columbia, le mouvement il est hyper fort. Et du coup, il y a grave des élèves qui sont en double diplôme, qui sont investis, qui ont ramené des méthodes, qui ont ramené des trucs. Donc je pense que c'est aussi une question de dynamique. Et comment tu la lances, Ça a été l'accusation qui a été portée par l'Union des étudiants juifs de France, qui a dit ce sont des méthodes importées des États-Unis. Alors on va leur donner pas Gabriel Attal. Non, on leur donne pas raison. Non, sur BFM, on répond à ça. Non, mais c'est un mouvement mondial de jeunesse, etc. Mais il y a une réponse pour BFM, il y a une réponse pour ici. Non, mais et puis en plus la fameuse rhétorique de l'américanisation, de l'importation des États-Unis, etc. ne tient pas debout, parce qu'en plus on nous dit oui, vous importez des idées américaines complètement machin, et en plus les 3/4 dans les facs libérales comme Berkeley, etc. ils sont obsédés par des auteurs qui sont français par ailleurs, tu vois, donc les Foucault, Derrida et compagnie. Donc à un moment donné, non, c'est franco-français. Et d'ailleurs cette histoire
intellectuelle, dissidente, militante, on peut en être fier et on doit en être fier. Et je voudrais juste en profiter pour poser une question au chat directement, parce que j'aimerais bien savoir si vous avez fait interaction, si vous avez fait ou pas des études, et si oui où, et sinon qu'est-ce que vous avez fait à ce moment-là, parce que je suis un peu curieux d'avoir des réponses. Voilà, dites réponses. Est-ce que je veux dire non, mais parce que quand ils font genre ouais, il y a l'américanisation de la société sur le décolonialisme et tout. En fait, c'est parce que la France a un modèle universaliste et elle a l'impression que ce qui n'est pas dans le modèle universaliste vient de l'étranger. Alors certes, les Noirs américains sont peut-être en avance par rapport à nous dans l'antiracisme, etc. Mais en France aussi, on a de l'antiracisme, on a une théorie, on a des mouvements, on a une histoire. Et ça, il faut le dire, tu vois. Des fois, on a trop honte, on est en mode ah ouais, non, mais je sais pas. Non, nous aussi, on a une histoire antiraciste, en fait. On a un discours et on a des gens qui portent ça tout le temps. Voilà. C'est toujours très drôle d'entendre des gens comme les gros réacs et l'Union des étudiants juifs de France. Je considère que c'est une organisation réactionnaire de toute façon. Hein. Ce sont des gens qui passent leur temps à prendre modèle sur l'impérialisme américain et qui ensuite vont reprocher aux étudiants. Hein, c'est des choses importées des États-Unis. Mais oui, mais vous, la répression, vous l'importez aussi des États-Unis. Hein, et qu'est-ce qu'il y a comme État plus pro-américain que l'État d'Israël, hein, qui est absolument et apparemment votre modèle. Donc c'est n'importe quoi. Dans les années 60, dans les années 70, effectivement, il y avait une gauche américaine qui était extrêmement importante, une extrême gauche américaine qui était extrêmement importante, et il n'y avait aucun souci. Il y avait de grands liens entre les mouvements révolutionnaires américains à l'époque et les mouvements révolutionnaires français, et c'était une bonne chose. Donc ça ne veut rien dire de dire que ça commence à importer des Américains. Lorsqu'effectivement il y a des choses positives dans un pays, on les prend et c'est tant mieux. Et bien sûr qu'il y a de la circulation des idées, il y a de la pareil pour la France. Du militantisme, bien sûr, ça, on n'en a pas honte du tout. N'oublions pas que mai 68, qui a commencé en France. Enfin, il a commencé aux États-Unis en vérité. Il avait commencé aux États-Unis avec la guerre du Vietnam. Ensuite, c'est exporté dans toute l'Europe, en Allemagne, en Allemagne, en Angleterre, aux Pays-Bas. Donc, je veux dire, cette circulation des idées, heureusement qu'elle a lieu. Gros cerveau de ouf, hein, le chat, grâce à Adèle, ils ont grave défilé leur CV. Il y avait une question dans le chat qui disait à Sciences Po, c'est quoi votre relation avec les assos sionistes et de droite et tout là? Vous avez dit l'UEJF. Oui, alors ça faut qu'on en parle. Donc en fait, il y a une sorte de coalition qui se crée un peu entre l'UEJF, l'UNI et tout. Déjà, on l'a vu parce qu'on a eu la conférence de Jean-Luc Mélenchon il y a maintenant 1 ou 2 semaines. Et qui a donné lieu à une sorte d'affrontement entre les forces humanistes progressistes. Et en face, il y avait une coalition UEJF, UNI, Némésis. Némésis, je rappelle, du coup, c'est le collectif féministe identitaire, là, bref, les fémo-nationalistes. Fémo-nationalistes, ça c'est bien. Ça, c'est chiant. Du coup, les relations, elles sont évidemment tendues. Donc, ce qui s'est passé là, par exemple, c'est que pendant le blocus de vendredi, donc nous, on était là dès le matin. Et à un moment, moi, j'étais un peu à l'arrière du cortège et je remarque qu'il y a des têtes que je reconnais un peu de ces assos-là qui arrivent et qui commencent à parler, à se rassembler et tout. Et donc évidemment, d'un coup, ils sortent leurs pancartes et tout. Et en fait, en première ligne, eux, ils avaient des gens masqués, cagoulés et tout. Enfin, ça faisait peur, franchement. C'était... Et l'image qui était folle et que moi, bizarrement, je trouve qu'on a assez peu vu sur les médias, c'était qu'il y avait un affrontement entre Tzedek et l'UEJF. C'est-à-dire qu'il y avait les deux pancartes comme ça, côte à côte, et ils tiraient la pancarte de Tzedek comme ça. Et Adèle s'est fait tirer les cheveux. On nous a dit ça. La call out. Je peux dire que ça a beaucoup fait rire Mehdi quand on nous a... Oui, il y a un frère qui m'a tiré les cheveux. En fait, parce qu'on était... Non, mais tu sais, il y avait d'un côté documenté les gens de Tzedek et les autres, et de l'autre, il y avait les VAF. Et en fait, c'était vraiment au coude à coude, et tu sentais que la pression montait, et que s'il y avait une droite, ça partait. Et du coup, ils faisaient des petits trucs pour nous déstabiliser, pour nous énerver, tu vois, des petites piques, des insultes. J'ai entendu va faire ton djihad sexuel en Palestine, enfin des trucs comme ça, tu vois. Voilà. C'est ce niveau-là. Donc tirage de cheveux machin, mais il fallait, parce que c'était en gros le premier qui mettait la droite serait responsable de la bagarre générale, quoi, en fait. Donc ils essayaient de faire des stratégies de bâtard comme ça, et moi, mais je suis déçu parce que alors, donc, du coup, je suis déçu parce que dans ce cas-là, mets-moi une droite. Enfin, je sais pas, genre, mais voilà quoi. Mais pardon. Non, pour éviter cette provocation. Mais ce qui est d'incroyable, c'est que je vois très bien, ils se permettent absolument tout ce qu'ils veulent, et ça a toujours été comme ça. Ils auront toujours les flics avec eux. Mais il y a un truc, c'est qu'on a donc l'UEJF et l'extrême droite ensemble. On a donc l'UEJF et les fachos ensemble. Ouais. C'est ça, la nouvelle coalition. Comme paysage politique, je veux dire. La ligne de l'UEJF à Sciences Po, officiellement, c'est pas ça. Ils essaient de montrer de la modération, mais après, il y a une espèce d'alliance de circonstances. Ça. Il y a Cassandre dans le chat qui dit discrimination capillaire. Même la modération de l'UEJF, on la voit pas non plus tellement.
l'UEJF a quand même jamais appelé au cessez-le-feu. Et il me semble, j'ai cru même voir que le président de l'UEJF avait dit sur BFM qu'il voulait pas de cessez-le-feu. Donc bon, c'est quand même pas non plus le truc modéré qu'on veut nous présenter. Et puis ils ont des liens notoires avec le régime israélien, et ils ont des programmes d'échange. Enfin, il y a un vrai lien structurel avec le sionisme. C'est pas juste parce que dans le nom, si on voit juste le nom, l'UEJF, on pourrait se dire bon bah c'est une asso qui défend les étudiants juifs, ils sont super légitimes. Mais en réalité, effectivement, dès qu'on creuse un peu, parce qu'il faut quand même creuser pour trouver des infos, bah, on se rend compte de la supercherie et des liens évidents avec le régime sioniste. Il y a déjà un fait patent, c'est qu'ils sont liés au CRIF. Et que le CRIF, c'est pas moi qui l'invente, il suffit d'aller sur leur plateforme. Le CRIF précise, c'était pas le cas je crois il y a 30 ans, mais le CRIF précise que Israël est une de ses centralités. Hein. Et donc le problème il est là, c'est à eux de se démarquer. Quant à, je vais vous dire une chose, le JF que j'ai très bien connu dans les années déjà 80, était déjà lié à Israël, était déjà lié à SOS Racisme et organisait des voyages en Israël, notamment au moment de la première intifada, ils organisaient des voyages, hein, et ils avaient tout de suite le narratif du gouvernement israélien, en disant que les Palestiniens, comment faisaient semblant par exemple de tomber sous les balles, des soldats ensuite se relevaient, etc. Non, ils ont toujours été du côté d'Israël. Hein. Il faut remonter à peut-être 50 ans pour trouver une autre configuration. Et ce qui est marrant, c'est que l'UEJF aussi, c'est une minorité. Et aussi, ils ne représentent pas, entre guillemets, tous les juifs, tous les étudiants. Et pourtant, quand ils font pression, souvent, le pouvoir les écoute. Oui, et là, il n'y a pas cet argument-là de ouais, c'est la minorité autoritaire, dangereuse et tout. C'est pas de CEDEC. Là, ils ont beau être 5, on s'en fout, on les écoute, quoi, tu vois. Oui, leur nom, c'est pas une question de nombre, quoi. Ça, c'est faux. Mais oui, leur nom devrait être Union de certains étudiants juifs de France. Voilà, Union de certains étudiants juifs de France. Comme le CRIF, c'est le conseil représentatif de 30 juifs en France. Je rappelle qu'il y a quand même une population plus ou moins de 400 000 personnes françaises qui se revendiquent du judaïsme, hein, et qu'au CRIF, on a au maximum 30 000 adhérents. C'est quand même absolument incroyable, cette histoire. Et on prétend 40 000, oui, maximum, grand maximum. Grand maximum. Ça reste plus que le Parti Socialiste, hein, globalement. Ouais. C'est les mêmes politiques. Sabrina ? Oui, je voulais peut-être qu'on élargisse un peu à ce qui se passe en ce moment. Là, en arrivant, j'écoutais Europe 1 et j'entendais que sur Europe 1, on disait très tranquillement que les étudiants comme vous, ou peut-être, tous les étudiants, en tout cas, là, ils parlaient de la Sorbonne, mais c'était en lien avec Sciences Po, faisaient l'apologie du terrorisme. Donc peut-être placer un petit mot là-dessus, sur toutes ces accusations d'apologie du terrorisme qui sont sorties ces derniers temps, parce que c'est directement lié. Voilà. Sachant qu'il y a eu cette question un petit peu qui s'est posée ces dernières semaines, de savoir s'il y avait une bascule dans quelque chose. Est-ce qu'on basculait avec la convocation, par exemple, de Mathilde Panot, est-ce qu'on bascule dans quelque chose qu'il n'y avait pas avant ? Et je crois que oui, on peut dire d'une certaine façon, là, il y a quelque chose qui est en train de se passer, qui est totalement inédit, hein, notamment parce qu'on n'a jamais convoqué pour une chose aussi grave une présidente de groupe à l'Assemblée nationale. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut quand même se dire que les accusations d'apologie du terrorisme et les histoires de censure et de liberté d'expression, avant toute chose, ils étaient utilisés pour les musulmans. Hein. Ouais. Par exemple, en 2015, quand il y a eu Charlie Hebdo, bon, vous vous en souvenez pas, mais il y a eu. Si, elle a dit que vous n'étiez pas né. Elle a dit que vous n'étiez pas né. Sabrina respecte les hommes du plateau, ça va. Ok, bon, alors j'explique pour ceux qui ne savent pas, pour le chat alors. En 2015, il y a eu la circulaire Taubira. Et cette circulaire Taubira, qu'est-ce qu'elle disait ? Elle disait que, c'était après les attentats de Charlie, il fallait avoir la plus grande défermeté envers les personnes qui tenaient des propos qui pouvaient être considérés comme de la apologie du terrorisme. Et à partir de ce moment-là, ça a donné lieu à un certain nombre de gardes à vue, d'enquêtes, de perquisitions qui ont touché bien évidemment les musulmans. Hein, et là, ça a été quand même aussi un point de bascule à ce moment-là. En 2019, quand le CCIF a été dissous, on dit souvent, voilà, le CCIF a été dissous. Mais pourquoi ? Sous quel motif ? Eh bien, un des motifs qui a été invoqué, hein, c'est que le CCIF critiquait et dénonçait le fait que la lutte antiterroristes étaient instrumentalisés pour réprimer les musulmans, pour réduire leur liberté d'expression, cette fameuse liberté d'expression dont on entend beaucoup parler aujourd'hui, pour fermer des mosquées, etc. Mais donc toutes ces... Excuse-moi, je rajoute, il y avait pire que ça encore. Ils accusaient le CCIF a été dissous parce qu'ils disaient partout
En gros, on l'accusait de salir l'image de la France et il disait partout que la France était un État islamophobe. C'est-à-dire que c'était retenu à charge pour le dissoudre. C'est-à-dire qu'il ne faisait que dire la vérité et l'État prouve que le CCIF a raison en prononçant sa dissolution. Et donc, important de marquer cette généalogie et de montrer que ces accusations d'apologie du terrorisme qui aujourd'hui servent à criminaliser les oppositions et la gauche et tous les étudiants, ça a servi d'abord à ça et ça a été activé et réactivé pour les musulmans pendant des années. Voilà. Je vais compléter. Ça a même été, excuse-moi, après je te donne la parole. Et ça a même été un angle mort de la gauche. C'est pour ça que nous aujourd'hui, on est hyper contents de voir les députés FI, de voir la gauche, le NPA, de voir que là, il y a une petite solidarité qui se recrée, en tout cas politique, dans le camp politique, autour de tout ça, autour de la dénonciation de l'islamophobie, autour de la dénonciation de l'apologie du terrorisme, etc. En tout cas, faut-il voir le continuum. Exactement. Encore faut-il le voir et l'assumer politiquement. Exactement. Mais ce continuum-là, ils vont peut-être pas le reconnaître ou s'en rendre compte maintenant, mais nous, on le voit. Nous, on voit qu'il y a quelques années, on était tout seul. Iqiyoussen, rappelez-vous, on était tout seul. C'était il y a 2 ans. Et que la rhétorique. Majoubi, c'était il y a 2 mois. Majoubi, c'était il y a 2 mois. Oui, voilà. Non, mais il y a encore des trucs à retravailler. Je dis pas qu'on est au top, mais je veux dire que là, en tout cas, sur la Palestine et tout, c'est un truc de ouf qu'il y ait des députés FI qui vont dans les mouvements et tout. Alors qu'il y a des vrais risques d'accusations d'apologie du terrorisme. Mathilde Panot a été accusée, Rima Hassan a été accusée, Mélenchon se fait interdire de conférences. Enfin, et je me rappelle cette phrase d'Ouria qui m'avait marqué. Elle avait dit ça dans un discours. C'était, elle disait voilà, suite aux attentats de 2015, je crois, elle a dit il y a eu 3000 perquisitions chez des musulmans sous prétexte de. Et elle disait et à ce moment-là, personne n'a rien dit. Et il faut dire que même la justice a souvent n'a pas su reconnaître le caractère d'apologie du terrorisme, etc. Ouais. Donc c'était aussi des coups de com. Et là aussi au niveau fondement juridique. Juste, il y avait Hubert qui voulait parler. Non mais ce que je voulais dire aussi, c'est que le fonctionnement de ces trucs-là d'accusation, ils sont c'est hyper vicieux, parce qu'en gros, c'est que des procès d'intention. Même quand on va sur les plateaux, ils font que de vous dire, mais est-ce que ça n'a pas un peu l'air antisémite, etc. Et on leur sort des faits, les faits qu'ils veulent cacher, le génocide à Gaza, on leur dit il y a 33 000 morts, etc. On leur sort des chiffres et des faits, et eux, leur seule façon de les invisibiliser, c'est de faire des procès d'intention. Et en fait, quoi que tu répondes après, même si tu expliques par A plus B que non, c'était pas antisémite, etc., on s'en fout, parce que maintenant que le truc a été lancé, maintenant qu'on s'est posé la question de est-ce qu'ils soutiennent pas le Hamas, c'est qu'en fait, on a pu se poser la question. La suspicion. C'est ça. Et c'est aussi, je sais plus qui parlait de ça, mais de McCarthyisme, mais c'est assez vrai en fait. C'est Paul Hellec, ça. Ok. Faut le créditer. Paul Hellec qui est avec nous tout à l'heure pour les élections européennes, sur le sujet des élections européennes. Mais je pense que c'est même encore pire que le McCarthyisme. Non, mais sans vouloir évidemment donner raison à McCarthy, mais à l'époque de McCarthy, on a ce qu'on appelle une guerre froide avec deux camps à peu près d'égale force, même s'il y en a un qui était quand même pour nous beaucoup plus intéressant. On ne dira pas lequel. Deux camps, on ne dira pas lequel, devinez, évidemment. Et tandis que là, c'est pire que cela encore. Je veux dire, c'est pire que cela, c'est que c'est quoi la menace ? La menace. Et les revendications, c'est quand même quelque chose, c'est pas la Lune, c'est ne pas soutenir un État génocidaire. On n'est même pas dans le fait d'imposer un système politique, etc., de changer, effectivement. Je vois pas quelle menace il y a à simplement exiger du gouvernement français qu'il ne fasse que respecter le droit international. Et je rappelle que lorsqu'un peuple, une population est soumise à une tentative de génocide, pas seulement on doit évidemment ne pas collaborer avec celui qui génocide, mais vous savez qu'au regard du droit international, les États sont obligés normalement de porter secours à la population qui subit la tentative de génocide. Et ça, c'est inscrit dans la charte de l'ONU. C'est-à-dire que là, c'est exactement le contraire. Non seulement on ne soutient pas, mais on aide l'État qui génocide. On n'a jamais vu cela. Donc pour moi, c'est bien pire que le macartisme encore. Il n'y a aucune menace, si ce n'est simplement faire qu'il y ait des gens qui ne souffrent pas et qui ne soient pas tués. C'est ça la menace. Alors si c'est ce qui dérange le gouvernement français, il faut le dire. Et juste parce que j'y pensais, là, on parlait de ça, la responsabilité des journalistes est aussi énorme, des médias en général. Est-ce que vous avez vu là l'interview politique de Manuel Bompard, au sujet de Rima Hassan, et la journaliste lui dit, elle commente un tweet de Rima Hassan où Rima Hassan dit soutien aux étudiants de Sciences Po, en plus je pense que c'était. Elle appelle au soulèvement et elle dit je crois soutien l'heure est au soulèvement. Voilà. L'heure est au soulèvement. L'heure est au soulèvement. Et la journaliste a osé dire à Manuel Bompard, elle a dit soulèvement. Ouais, mais soulèvement en arabe c'est intifada, donc vous appelez à l'intifada.
Elle est folle. Moi, je pense qu'elle est Sur folle. le service Là, public, c'est- service Désolé, public. mais là, Et c'est d'ailleurs, sur dingue. France Info. D'ailleurs, sur le Non, fait c'est de pas France Info. précéder- Ah, c'est France Info? Ah si, c'était pas CNews. C'est hein. Public C'est Sénat. France Info, c'est France Info. Non, c'est Public Sénat. Non, c'est public. Ah non, Public Non, Sénat. c'est C'est Public Sénat. C'est quand même public. Eh, moi, je suis une journaliste sérieuse. Vous voyez les gens? Là, c'est le sérieux, là. Voilà. Oui, je voudrais juste rajouter un petit truc sur ce que tu disais sur le fait Et on va que conclure après 5 il y a minutes. cette, il y a cette projection de la peur, il y a ces procès d'intention où en fait on prête à l'autre des intentions qu'on a imaginées nous-mêmes. Tu vois, c'est notamment sur ce fameux signifiant terrorisme en fait, où on sait que c'est un réservoir de comment dire, d'affect extrêmement puissant depuis des années, mais le barbu, hein. en France, c'est le barbu, mais évidemment, c'est le barbu pour la France en 2015, etc. C'était déjà le cas en 2012, c'était déjà le cas en 2001 évidemment aussi. Et il y a un truc où non seulement ce mot est tellement chargé d'affect qu'il empêche de penser de façon nuancée, et en plus de ça, et donc en plus il est pas défini en droit international, en droit français oui, mais par ailleurs, le mot terrorisme qui vient de l'idée de terreur, donc de peur, qui est un sentiment d'insécurité, pas une insécurité avérée, réelle. Enfin, le danger peut être avéré ou réel, mais l'insécurité, c'est un sentiment, c'est un ressenti. Si cette personne me fait peur et que je m'autorise à frapper cette personne parce que je dis qu'elle est menaçante, comme les flics américains l'ont fait avec George Floyd, avec tous les noirs qui massacrent chaque année, c'est en disant il y avait un individu menaçant et comme il était menaçant, j'ai le droit, je suis en droit de mettre fin à cette menace qui pèse sur moi. Mais la menace, c'est le sentiment d'être menacé aussi à ce moment-là. Donc si je dis à l'autre qu'il veut pratiquer la terreur, mais c'est parce que moi j'ai peur de ce qu'il peut faire, parce qu'il y a cette dimension spectaculaire dans le terrorisme. Et voilà. Et donc, c'est un mot qui permet exactement ça, c'est de prêter des intentions à l'autre qui n'émanent que de nos peurs à nous aussi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de danger, mais c'est pas la même chose. Voilà. Et pour conclure cette discussion, je vous fais réagir sur un dernier point, c'est l'annonce de Pécresse, Valérie Pécresse, qui a fait un tweet salé, épicé, piquant tout à l'heure où elle a dit qu'elle allait retirer les subventions à Sciences Po. Moi, je trouvais ça surprenant parce que c'est comme si, enfin, là même par rapport à la direction de Sciences Po, ça fait un peu sanction, quoi. Alors que, genre, vous êtes mal tenu, vous avez mal dressé vos étudiants, sanction, vous avez plus de subventions. Moi, je trouve que c'est fou, hein, on ajoute à cela, et on ajoute à cela que David Fitoussi a supprimé sa bourse à Sciences Po à cause du comportement des étudiants. Ah ouais. Et bon, Fitoussi, qui est un grand économiste, etc. Hein, bon, voilà. Donc voilà, c'est extraordinaire. C'est quand même très. Enfin, non, excuse-moi, juste une petite Ouais, phrase. vous Ça montre quand même la panique, quoi. La panique parce que ça met 48 heures pour qu'une décision soit quand même. C'est la région, je crois, la région qui a décidé de couper les subventions, c'est ça. Un Pécresse qui a. Mais je ne sais pas. Justement, est-ce que c'est légal? Est-ce qu'il n'y a pas une procédure? C'est pas rien quand même. Et là, tu vois bien que quand même, il ne leur reste pas grand-chose. Hein, il leur reste le mensonge, il leur reste la censure. Quand ils peuvent pas censurer, ils mentent. On n'a pas parlé de tout ce qui s'est passé dans les médias en termes vraiment de l'histoire des mains pleines de sang, etc. On aurait pu en parler. Mais on n'a pas le temps. Voilà. D'un côté, bon, on a toujours en soi le truc de se dire, c'est un peu bon signe quand ça panique autant en face, quoi. Bon, voilà. Les autres Sur Pécresse, ce qui est assez fou de voir dans cette situation, c'est que du coup là, Pécresse, ce qu'elle reproche à Sciences Po, c'est de ne pas avoir été assez ferme, alors que nous, ce qu'on leur reproche, c'est d'être beaucoup trop ferme. Et je trouve que ça montre aussi bien en fait. C'est bien, c'est ça les Appel à la répression. Voilà, en fait, ça montre aussi bien en fait déjà le rapport de force, et ça montre aussi beaucoup en fait dans ce débat-là à quel point les deux camps partent d'avis extrêmement opposés, quoi, et de visions du monde vraiment qui s'entrechoquent et qui sont quasiment incompatibles. Et oui, juste aussi sur Pécresse, elle par contre ça la dérange pas de financer Stanislas à hauteur de 900 000 euros pour qu'il fasse un propagande homophobe et bref. Et ça, je crois, c'était. Il y a quelqu'un dans le chat qui dit vous pouvez retweeter la réponse de Damien Maudet. Damien Maudet, il a répondu ça à Pécresse, les 900 000 euros. On s'écoute. Non, j'ai appuyé ce que disait Maxime sur les 900 000 euros de subvention à Stanislas. Et pour petite info, demain à 10h30, je serai sur BFM pour parler de ça. Face à quelqu'un de Pécresse, je sais pas qui ce sera, mais en débat face à quelqu'un. Alors, Hubert, tu pourras lui dire quelque chose. Et c'est ce que notre ami Yazid vient de me dire. C'est ce que notre ami Yazid vient de me montrer. C'est Pécresse qui supprime les subventions à Sciences Po. Et c'est la même Pécresse qui avait donné 127 000 euros à l'association israélienne, vous êtes au courant, La Tête.
Absolument. Une donation de la région Île-de-France, 127 000 € à l'association israélienne La Tête, soi-disant c'était pour le bien-être, je ne sais pas trop quoi. C'est la même qui fait une cagnotte quand elle n'a pas un score suffisant au présidentiel. Exact. Gratuit. Je crois qu'il a dit qu'il écrit ou c'est Mehdi, je sais pas. Il dit fait de la pub à PDH sur BFM. Ah ouais, ok. Non, en vrai, ne fais surtout pas ça. C'est moi qui te le dis. Je vais ruiner ma couverture, je pense. D'ailleurs, dans le chat, il y a quelqu'un qui a dit pourquoi vous l'avez invité, vous allez le griller. Voilà. Ouais. Donc tu dis que t'es un sosie. Si demain à BFM ils te sortent les Son frère images, tu dis jumeau. c'est pas toi. J'étais pas au courant, Voilà. Je sais pas qui on est. Voilà. Bah les gars, sauf si vous avez un truc à ajouter, on va Moi, changer je veux de juste plateau. rajouter que demain, puisque donc à 10h30, on regarde Hubert sur BFM, mais à 8h30, il y a le On est à Porte rendez-vous de Clichy. pour Mathilde Ouais, Panot. Tu vas y aller? Bien sûr. Bah voilà. Raconte, dis-le. Demain, 8h30, porte de Clichy, rendez-vous, venez, ramenez le drapeau de la Palestine, ramenez le drapeau de l'Algérie. Contre la censure Voilà, contre la censure, on va pas se taire. Lourd. et l'intimidation. Lourd. Et ce qu'on peut dire, c'est un grand merci à tous les étudiants. Ouais. Mais L'honneur de ce pays. vraiment, Merci c'est à l'honneur vous. de ce Bravo. pays. Ouais. Vraiment l'honneur. Et malheureusement, on attend que les syndicats s'y mettent aussi. Et on se rappelle qu'en 68, c'était tout le problème. Les étudiants Ça arrive, commençaient, là, les ça arrive. syndicats ont tardé à venir. Mais quelle force! Il y a un puissant mouvement dans le monde entier. Et ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Il faut vraiment saluer. Et j'ai vu qu'il y a des gamins de Gaza qui ont fait toute une vidéo pour remercier les étudiants du monde de leur mobilisation. Moi, j'ai hâte des JO en tout cas, parce que ça va être. Non, mais sérieux, merci aux étudiants parce que on sait ça prend du temps sur votre temps d'études et tout machin. Non, mais c'est sûr quand il y a des mobilisations intenses comme ça prend vraiment presque tout ton temps, quoi, tu vois. Non, Sabrina, t'es pas d'accord? Sabrina, t'es pas d'accord? Oui, Ouais, et t'es un peu il y a gentil, là, quelqu'un- ça prend du temps. Bon, je crois qu'il kiffe ça. Bah- Il kiffe la lutte en plus, à un moment Mais aussi de ouf, où de vous ouf. apprenez, Ouais, c'est vous vrai, vous ouais. connaissez. C'est ça la Bien vie, sûr. quoi. On fait des Kiffez belles le mois de rencontres. mai, vous devez le rendre On fait des ouf. belles Ouais. rencontres. Des très Mais belles rencontres. 2024, C'est vrai. c'est votre mois, quoi. Force à vous. Examens, franchement. Vous avez raison et c'est la meilleure chose à faire pendant vos études de toute façon, hein, franchement. Donc C'est profitez. plus enrichissant Non, mais intellectuellement. Mais bien sûr, bien sûr. Donc merci à vous, merci à Imen, Merci à merci vous. Sabrina, merci Maxime, merci Hubert, merci Adèle et merci Youssef, le grand Youssef Boussouma. Oh, merci. Mais 112. Et je rappelle que, enfin, Ouais. c'est bien, il y a quelqu'un qui le dit, mais c'est vrai vous savez qu'on est regardé en Palestine aussi. Hein. Absolument, il y a quelqu'un qui le dit. J'ai un ami de Birzeg qui vous regarde tout le temps. Et donc, c'est assez extraordinaire. Il faut quand même le savoir. À chaque fois qu'il se passe des choses, pas uniquement nous, bien évidemment, hein, mais les manifs, etc., il faut savoir qu'en Palestine, on les voit vraiment. sûr. Et cela encourage extraordinairement. Mais vraiment, hein. Donc petit changement de plateau, je sais pas si on coupe, pas forcément, hein, je pense qu'ils vont nous... Ah oui, on va mettre une petite vidéo. Donc là, on bascule sur un autre sujet, sur l'affaire de l'agent orange. Donc là, on change complètement de sujet. Là, on part sur la guerre du Vietnam. Donc là, on fait le second plateau de la perm. Donc on est là, on fait 40 minutes, 30-40 minutes rapidement. Ensuite, il y aura l'émission de Wissam sur les élections européennes. Et il y aura Paul Elec, chroniqueur Le Média TV. Il y aura Alma Dufour, députée LFI. Et j'ai oublié la troisième personne. Et Cassandre qui était dans le chat en plus. Streamer, oui, Cassandre, streamer Zawa Prod. Ok, donc là, on est là sur un sujet qui a rien à voir avec le précédent. Mais je suis très contente, ça faisait longtemps qu'on... Qui a à voir? Ça, c'est vrai, c'est D'ailleurs, on vrai. avait déjà évoqué la guerre du Vietnam. Exactement. Oui, oui. La dernière Exactement. fois qu'il y a eu des grosses mobilisations dans les facs. Et c'est vrai qu'on l'a évoqué tout à l'heure. Oui, Le Vietnam. Je rappelle qu'il a existé un comité Vietnam-Palestine à l'époque dans les années 70. Hein. Exactement. évidemment. Mais sujet quand même un petit peu différent. Là, on va faire de l'histoire, on va parler aussi justice, hein, parce qu'il y a aussi des procès hein, dans votre histoire. Donc on va parler de l'affaire de l'agent orange. Pour ceux qui connaissent pas l'affaire de l'agent orange, ça fait écho à la guerre chimique américaine qui a été menée pendant la guerre du Vietnam, donc la guerre entre les États-Unis et le Vietnam entre 1961 et 1971. Puis après, je sais que ça a même continué un peu par la suite. Voilà, Oui. voilà, c'est ça. Les bombardements secrets des Américains qui étaient longs. Micro, bah oui, Youssef, toujours Oui, je disais, Youssef, toujours. les bombardements clandestins que les Américains ont continué à effectuer. Toujours. Et donc oui, c'est ce que je voulais dire. Et donc vous êtes aujourd'hui le collectif Vietnam Dioxine et vous luttez notamment pour la reconnaissance de ces crimes, de ces crimes parce que ça a causé beaucoup de maladies. Et encore aujourd'hui, il y a encore beaucoup de personnes qui sont touchées à cause de ces produits chimiques. Donc je vais vous laisser vous présenter votre collectif. Et ensuite, j'aimerais qu'on revienne d'abord sur l'histoire. Voilà, ça correspond à quoi, comment ça s'est déroulé, et ensuite sur les affaires du procès que vous défendez aujourd'hui. Ça vous va? Ok. Ah, mais j'ai pas présenté les gens, désolé.
Kevin, on te connaît. Ouais. Tu es un militant actif de notre camp politique, de notre camp social. Et tu es aussi, du coup, militant au collectif Vietnam Dioxine. Exactement. Donc, c'est super et je suis très contente de te trouver ici. Micheline, tu es aussi militante de ce collectif. Et on a aussi Vincent Pareil. avec nous. Je vais vous laisser vous présenter juste avant. Yazid. Salut. Yazid, tu t'es fait piquer ta place Ouais, dans le précédent plateau. Il y a trop de monde. Tu l'as bien vécu, ça va? Et j'étais avec Kevin en manif Hier. on était ensemble en Important, manifestation Kevin en manif hier pour la Palestine. Et voilà, j'ai dit, Kevin est de toutes les luttes. Kevin est de n'arrête toutes les luttes. Voilà, Super, félicitations. super. Et Youssef Boussouma, fidèle au poste, toujours là, vous connaissez, pas besoin de représenter. Je vous laisse vous présenter un petit peu, vous et votre collectif, tout simplement. Voilà. On commence par moi ou allez, bah vas-y. C'est comme vous voulez, mais parlez bien dans le micro. Surtout. Ok, alors moi, donc c'est Vincent, donc comme tu disais, je fais partie du collectif Vietnam Dioxine. Et en fait, moi, à la base, je suis plutôt vidéaste et je reste des documentaires. Et moi, voilà, c'est en connaissant l'histoire de Trantonia que j'ai eu envie de la soutenir, et tant sur les réseaux sociaux, mais aussi en voulant raconter son histoire. Et du coup, bah, maintenant, ça va faire 4 ans que je la suis, depuis 2020. Et là, il va se passer beaucoup de choses autour de son procès. Donc, on a hâte de pouvoir vous en parler ce soir. Voilà. Moi, c'est Micheline. Je suis au collectif Vietnam Dioxine depuis novembre 2023, donc très récemment. J'avais entendu parler de ce collectif et du combat, notamment de Trantonia, dont on va parler, et de ce collectif. Et comme le procès tombait cette année, je me suis enfin dit, je rejoins le collectif pour soutenir et la médiatisation et la sensibilisation autour de l'agent orange, qui reste un sujet méconnu, non seulement en France, mais aussi au Vietnam, au sein de la diaspora vietnamienne en France. Donc on a beaucoup... Il y a beaucoup à faire. On ne l'a pas dit, mais oui, c'est elle qui porte plainte contre les multinationales. Et elle est journaliste franco-vietnamienne. Exactement. Et elle a participé à la guerre du Vietnam. Exactement, et elle a 82 ans, donc c'est son Voilà. c'est un Elle a combat... participé à la guerre du Vietnam. Elle était présente pour la guerre du Vietnam. J'entends que journaliste, voilà. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bah, c'est une participation quelque part. Ah bah oui, c'est de la partie. Faut préciser dans quel camp. Bien sûr. Ouais. Alors l'agent orange. Kevin, juste. Alors, oui, moi, du coup, oui, c'est bien la psychothèque, du coup. Moi, je suis rentré au collectif Vietnam Dioxine en 2022, qui était une période où je cherchais un peu où militer. Et je suis pas issu de la diaspora vietnamienne, mais ce qui m'a intéressé, c'est tout le côté écologie décoloniale, où je me suis dit que c'était une manière en fait d'être un peu proche des luttes écologistes, dont je suis pas très proche, mais toujours avec ce versant décolonial là, quoi. Et c'est une période où moi je milite aussi à BDS, et en fait on va en parler un peu tout le long, mais on voit que voilà, les luttes décoloniales se ressemblent beaucoup quand même. D'accord. Et peut-être vous pouvez présenter plus en détail le collectif. Comment est-ce qu'il est né? Depuis quand est-ce qu'il est... Oui, alors en fait, le collectif, il est né au moment où on a commencé à parler de l'agent orange un petit peu au Vietnam. Et c'était dans les années 2000, en fait, puisque un procès commençait à se constituer entre des victimes vietnamiennes et le gouvernement américain. Et en 2004, il y a eu une tentative de procès historique. Alors, je crois que c'était avec la Cour pénale internationale. En tout cas, c'était à l'ONU. Alors, je crois qu'on en parle peut-être. Mais en tout cas, voilà, c'était une première grosse étape pour sensibiliser sur ce drame. Et en fait, en 2004-2005, la Cour pénale internationale s'est jugée pas incompétente, mais en tout cas n'a pas voulu reconnaître ce procès, puisque les Américains ne reconnaissent pas la Cour pénale internationale, tout simplement. Donc du coup, c'était un moment où on a pu en parler. Et après avoir été débouté à ce niveau-là, il y a eu une sorte de hiatus sur ce problème, jusqu'à ce que on découvre Trantonia en France lors d'un procès, on va dire un procès de populaire. Comment on dit populaire, ouais. Un tribunal d'opinion, voilà. Où on pouvait plaider pour les victimes d'agent orange, mais de manière symbolique. Et elle est apparue à ce tribunal d'opinion où elle a parlé de son histoire, où elle disait que voilà, elle avait vécu la guerre du Vietnam, et qu'elle avait envie de défendre jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus ses victimes.
Et en fait, l'histoire, c'est que elle est arrivée en France dans les années 90 et elle a eu, au fur et à mesure, elle a pu avoir la nationalité française en fait. Donc du coup, il y a un avocat qui s'appelle William Bourdon qui est venu à sa rencontre pendant ce tribunal d'opinion, qui a compris qu'il y avait quelque chose à faire avec Trentonia du point de vue de la justice française, vu que maintenant elle est citoyenne française. Et il a voulu intenter donc ce procès contre toutes les compagnies qui ont créé l'agent orange par le biais de Trentonia, en lui disant tu vas sans doute t'embarquer dans un long combat, un long processus. Est-ce que tu es partante pour partir dans ce processus? Elle a dit oui. Voilà. Et il y avait une très bonne question dans le chat, je me suis posé exactement la même en voyant, en documentant. C'est les gens se demandent quel est le rapport de la France là-dedans. Pourquoi est-ce qu'on porte plainte en France et pas aux États-Unis, quoi? Bah voilà, justement, c'est parce que Nia déjà, elle a eu cette nationalité française Voilà. comme je disais en 90, parce que voilà, elle parlait français par son éducation pendant la guerre d'Indochine. En fait, elle a toujours aimé la France et c'est comme ça qu'elle est venue naturellement en France pour faire, on va dire à l'époque, elle avait une agence de voyage en fait, et entre le Vietnam et la France. Et du coup, c'est comme ça qu'elle a vécu pendant des années, jusqu'à ce qu'elle, à son tour, elle entende parler de l'agent orange dans les années 2000 donc. Et même elle savait pas vraiment ce que c'était, elle savait pas qu'elle avait reçu ça. Sa mère lui avait dit qu'elle avait reçu des défoliants, et puis petit à petit, elle a compris les conséquences de ce produit. Et du coup, en se sensibilisant sur ces sujets-là, William Bourdon, donc, qui est son avocat, lui a dit, du coup, on peut faire quelque chose en France pour réactiver ce procès et porter plainte au civil, en fait. Donc du coup, voilà, c'est une personne civile qui porte plainte contre précisément pas les États-Unis, mais les compagnies qui ont créé l'agent orange. C'est sur ce créneau-là qu'elle peut porter plainte, en fait. C'est pas contre les États-Unis, c'est pas contre le gouvernement américain, c'est vraiment les compagnies qui ont créé ce produit. Alors, contre les compagnies. Et pas contre le gouvernement américain, alors pourquoi? Déjà, alors, vas-y, je te laisse expliquer. En fait, il y a un dispositif en France qui est assez particulier dans le monde, c'est qu'en France, on peut porter plainte pour des faits qui se sont passés en dehors du territoire. On appelle la compétence universelle. Voilà, en fait, et c'est ça qui fait que c'est ça qui fait que Trentonia peut porter plainte en France et que ça n'a pas marché ultérieurement. C'est qu'il y a un cadrage juridique qui permet justement déjà de 1, elle a la nationalité française, et ensuite de 2, ce dispositif législatif qui est passé, cette loi est passée sous Hollande, permet à des particuliers de porter plainte contre des multinationales et non pas contre des États. C'est pour ça que c'est des compagnies et non un État. Donc c'est cette coordination entre la nationalité française, le fait qu'elle ait reçu les épandages physiquement, qu'elle était là sur place, alors que ces enfants qui sont nés, par exemple, n'ont pas accès ne peuvent pas porter plainte jusqu'à l'heure actuelle, ne peuvent pas porter plainte, et le fait que le cadrage juridique permette ce dépôt de plainte. Donc c'est pour ça que c'est l'une des rares en France, voire la seule, à pouvoir intenter ce genre de procès. Je dis ça parce que je précise, il y a eu des plaintes contre le gouvernement américain. Et entre autres, ils avaient été menés par un tribunal ad hoc qu'on appelait le tribunal de Bruxelles. Le tribunal de Bruxelles pour les crimes américains au Vietnam. Je connais une personne qui faisait partie, qui était un des spécialistes des armes utilisées au Vietnam par les Américains. Et c'est d'ailleurs aussi un militant. D'ailleurs, c'est aussi un militant de la Palestine, qui est assez âgé maintenant, professeur de médecine à Bichat. Et donc, du coup, il y avait eu des plaintes, mais évidemment, ces plaintes contre le gouvernement américain n'ont jamais abouti. On s'en doute. Bruxelles, du nom du philosophe. Le tribunal de Bruxelles. Oui, c'est du nom du philosophe et mathématicien anglais qui aussi avait. Alors, c'était un tribunal qui est très très important. Ça avait donné lieu à même plusieurs bouquins, un livre, un tribunal de Bruxelles sur les crimes américains au Vietnam. Et la même chose avec
ce professeur de médecine entre autres, on avait tenté de le faire pour la Palestine justement, par la suite, s'il est aussi il est devenu militant de la Palestine par la suite. Et par ailleurs, la plainte elle a été rejetée parce que le tribunal a retenu que le défoliant qui a été utilisé ne constitue pas une arme chimique, parce qu'un défoliant est de base fait pour désherber les plantations, et que là en fait son usage il a été totalement dévoyé à destination d'affamer les résistants et simplement de les empoisonner. Mais le tribunal a retenu que le lien n'était pas prouvé entre un herbicide qui endommage seulement le végétal et son utilisation concrète qui a eu des conséquences sur les résistants. La moitié de la forêt primaire vietnamienne a été détruite. La moitié. Oui. 44%. La forêt primaire vietnamienne constituait 44% du Vietnam à peu près. 27%. Il n'en reste plus que 27% ensuite. Vous parlez d'un herbicide. C'est une catastrophe absolument incroyable. On pourra donner d'autres chiffres. Le Vietnam, on le sait, a reçu 7 millions de tonnes de bombes. 7 millions de tonnes de bombes. Oui. Plus que la Seconde Guerre mondiale dans son intégralité. Dans son intégralité, par les deux camps. Et 20 millions de trous de bombes qu'on ne peut pas reboucher. Parce que pour reboucher les trous de bombes, il faut obtenir une densité de terre qu'on ne réussit pas à obtenir. Il ne suffit pas de prendre de la terre quelque part et puis de la mettre. Pas mal de trous ont été transformés en bassins de pisciculture, etc. Mais 20 millions de trous de bombes au Vietnam. Dans un pays qui avait déjà été sinistré par une guerre coloniale. Avec la France. Oui. Avec la France. C'est ça qu'il faut avoir en tête, c'est que la France, le Vietnam, avant de subir ces bombardements américains, on va dire, a un peu mis pas sous silence, mais en tout cas, on a plus parlé de la guerre américaine que la guerre d'Indochine, qui a été vraiment la première grosse étape pour... plus d'1 million de morts. Plus d'1 million de morts. La guerre d'Indochine. Et pas loin de 3 millions, la guerre américaine. Ouais, donc du coup, ça a été conflit sur conflit, et c'est la dernière qui a été la plus médiatisée, mais il faut aussi parler effectivement de la guerre d'Indochine qui a eu beaucoup de retentissement. Ouais. Et donc, est-ce qu'on peut faire un point historique, réexpliquer comment ça s'inscrit dans la guerre du Vietnam? Et moi, j'ai fait des recherches, j'étais assez surprise, non pas vraiment, mais on peut se dire oui, mais c'était pas intentionnel. On s'est rendu compte après que ça pouvait avoir des effets aussi dévastateurs. Alors qu'en réalité, j'ai vu qu'il y avait des équipes de scientifiques qui avaient été mandatées pour construire ces armes biologiques-là, en fait, et elles avaient même été testées dans des prisons en Philadelphie dans les années 50. Donc ça m'a beaucoup... J'étais assez stupéfaite. Est-ce que vous pouvez revenir sur l'agent orange? C'est un peu relou, là, les gens. Merci. Oui, il faut déjà expliquer ce que c'est l'agent orange. Voilà, expliquer ce que c'est et comment ça a été utilisé dans la guerre du Vietnam. Ouais. Alors, l'agent orange, il n'est pas orange. En fait, c'est un produit qui a été créé donc par... ces 14 multinationales, et on parle de l'agent orange parce qu'en fait les barils qui contenaient ce produit-là avaient une bande orange, et c'était pour alerter sur le fait que c'était les produits les plus toxiques, parce qu'il y a eu l'agent pourpre, il y a eu l'agent bleu, il y a eu l'agent vert qui avait été déversé à partir de 1961, et l'armée états-unienne s'est rendu compte que c'était pas assez efficace, et donc ils ont trouvé l'agent orange qui était beaucoup plus toxique. J'expliquerai après quelles sont ses composantes, mais du coup l'agent orange est vraiment né vraiment de ça, de cette caractéristique physique, tout simplement. Tu peux expliquer pourquoi est-ce qu'ils utilisaient justement cet agent? C'est ça qui est important. Oui, alors le but justement c'était de débusquer les résistants et les résistants vietnamiens et vietnamiennes qui étaient cachés dans la jungle, et donc envoyer du défoliant sur la jungle vietnamienne pour débusquer les résistants et pour les affamer aussi, parce que forcément on détruit les récoltes, on détruit, on ravage les eaux aussi. Dans l'agent orange, c'est la dioxine, donc d'où le nom du collectif Vietnam Dioxine, c'est la composante la plus toxique de ce produit-là, qui est cancérigène et qui a une structure chimique très stable. C'est-à-dire qu'en fait, elle met du temps à se décomposer, ce qui fait qu'elle est insoluble, elle se dissout pas dans l'eau, donc elle reste dans l'eau et elle contamine toute la chaîne alimentaire. Elle reste aussi dans les graisses, ce qui fait que les personnes qui sont atteintes de l'agent orange comme Trentonia vont donner naissance à des bébés, vont transmettre la dioxine à leurs bébés, et ça va développer des malformations, des cécités, de la surdité, des membres en moins, leur handicap. Exactement, là on parle de 3e ou 4e génération. Près de 100 000 personnes qui sont aujourd'hui... Exactement, 150 000 à peu près. On estime à 6 000 enfants qui naissent par an avec du lourd handicap. Ça reste assez dur à estimer, mais c'est un peu les chiffres qu'on a et qu'on communique.
Mais oui, effectivement, on se retrouve au Vietnam avec des handicaps très lourds qui nécessitent vraiment de l'accompagnement permanent. Vous voulez compléter? Du coup, oui. Maintenant, avec Nia aussi, le fait qu'elle ait pu sensibiliser là-dessus, au Vietnam, maintenant, il y a une grosse association qui s'appelle la VAVA qui s'occupe encore de ces enfants et même de ces vétérans aussi qui continuent d'avoir des séquelles. Et maintenant, ils ont une voix. Enfin, c'est devenu. Nia est aussi devenu au Vietnam un symbole de sensibilisation et de résistance contre les responsables de ceux qui ont fabriqué ce poison. Donc du coup voilà, ça a un écho important. Oui, pardon. Oui, du coup, son action en France a une action importante, a une portée même au Vietnam. Et donc du coup, c'est important de montrer qu'en France, on l'écoute et qu'on la soutienne, quoi. Voilà. Et ouais, j'ai l'impression qu'il y a aussi une forme d'insouciance, en tout cas à l'époque, malgré le fait qu'il y avait déjà les effets dévastateurs des armes nucléaires avec les bombardements de Nagasaki et Hiroshima. Et ensuite, c'est un peu surprenant de dire que voilà, 20 ans plus tard, on continue à utiliser des armes chimiques comme ça, et même bien plus tard en réalité. Hein, en vérité, ça s'arrête jamais, ça. Là, récemment, le 30 novembre, c'est la journée internationale des armes chimiques et 2023, on avait publié une tribune dans Mediapart pour dénoncer justement les effets des armes chimiques qui ont encore lieu, notamment à Gaza avec le phosphore blanc déversé par le Tsahal. On a plein d'autres exemples aussi. Donc oui, on voit que l'histoire, elle se répète et c'est pour ça aussi qu'on écrit de ces tribunes-là et qu'on pour rappeler justement qu'en fait, c'est pas que du passé. Il y a eu le napalm, il y a eu l'agent orange, il y a eu, je crois que même la Russie aussi utilise, je sais plus quel produit sur l'Ukraine. Mais, oui. Il y a eu le phosphore blanc aussi. Phosphore blanc, récemment. Ça s'inscrit dans l'utilisation de toutes ces armes. Dans les contextes coloniaux aussi. Et en plus, ouais. Ça veut dire qu'on pourrait attaquer les entreprises israéliennes qui ont utilisé le phosphore blanc. Au mars de ça qui est important, c'est que du coup, le procès de Trentonia ouvre un peu crée un précédent qui fait qu'effectivement, si ce combat peut être mené jusqu'au bout, ça ouvre des possibilités pour d'autres combats, parce que c'est ce que je disais en commençant, c'est que les luttes décoloniales, elles se ressemblent. Nous, on a fait une vidéo sur Vietnam-Palestine pour dire, mais en fait, c'est une résistance qui s'organise contre une armée un peu surpuissante, qui d'ailleurs va aussi utiliser les tunnels. Tu parlais des tunneliers tout à l'heure, qui va utiliser les tunnels, qui va utiliser le terrain qu'elle connaît beaucoup mieux que l'armée justement étrangère. Et en fait, c'est les mêmes outils, donc les armes chimiques, par exemple. Alors l'agent orange, comme tu disais, n'est pas reconnu comme une arme chimique, mais en tout cas des armes chimiques et ou des pesticides pour attaquer l'environnement, parce que quand même l'usage la guerre du Vietnam, c'est un des premiers écocides reconnus comme tel dans l'histoire, et aussi sur les individus, quoi. Alors, oui, ça fait le lien, c'est-à-dire que les impérialistes ont utilisé les mêmes méthodes partout, et ça avait déjà commencé au Maroc, avec la révolte d'Abdelkrim dans les années 20, où la France avait aussi fait usage d'armes chimiques. Ça avait commencé même avant, ça avait commencé juste... Pendant la guerre d'Algérie aussi. Alors, la guerre d'Algérie après... Pendant la conquête de la guerre d'Algérie. Oui, alors pendant la guerre... Non, il n'y avait pas encore d'armes chimiques pendant la conquête d'armes. Les enfumades, c'est quoi les enfumades? Alors les enfumades, c'est autre chose. C'était, on enfumait, mais avec du bois. Enfin, oui, voilà. On réunissait les gens. Mais t'as raison, t'as parfaitement raison. C'était une des premières. Les prémices. T'as raison. C'était les prémices. On enfumait des tribus entières. On les enfermait dans des grottes. Les hommes, les femmes, le bétail ensemble, tout ça. C'était effroyable. En Algérie, il y a des lieux absolument effroyables de torture comme ça, des tribus entières par 1000, 2000 qui étaient enfermés dans les grottes et on les enfumait. Hein. On bloquait les portes, on les enfumait avec des feux de bois à l'entrée. Mais il y a eu auparavant les Kurdes, par les Anglais, lorsqu'il y a eu les grandes révoltes kurdes, oui, après la Première Guerre mondiale. Ensuite, dans les années 20, ça a été Abdelkrim au Maroc. Ensuite, voilà, sans arrêt, ils ont fait usage. Et bien sûr, l'Algérie, alors... bien évidemment le napalm, etc., mais aussi les résidus des essais nucléaires français au Sahara, qui ont même été utilisés, expérimentés sur des prisonniers. Des prisonniers étaient attachés
hein, à des poteaux pendant qu'on a essayé. Alors évidemment, ils ont été complètement pulvérisés par les armes, par les essais nucléaires. C'est absolument effroyable. Des prisonniers étaient attachés à des poteaux, puis on essayait l'arme nucléaire à proximité, dans la région de Reagan. En Algérie, il y a une explosion des cancers jusqu'à maintenant, hein, qui sont les restes. Parce que la France, jusqu'à maintenant, refuse de dire où ça a été stocké, où ça a été enfoui dans le Sahara, où les restes nucléaires ont été enfouis. Hein, de même que les champs de mines refusent de donner encore toutes les cartes des champs de mines. Mais bon, on le voit bien, ces impérialistes passent leur temps à effectivement, la destruction. On pourrait aussi parler du Brésil aussi. Hein. Alors ça, c'est les grandes entreprises, hein, parce que la forêt vierge aussi brésilienne, face aux populations autochtones, voilà, c'est absolument effroyable aussi. Là, pour pouvoir virer les populations, on utilise des grands défoliants comme ça et voilà. Donc c'est épouvantable parce que c'est un empoisonnement qui dure pendant des générations. On le voit au Vietnam, c'est assez. Surtout, ce qui est grave, c'est qu'il n'y a pas de sanctions. C'est des crimes sans sanction. Je crois que c'est la chose la plus insupportable, en fait. La question, c'est la question de la justice. J'ai encore plus insupportable, c'est que les vétérans états-uniens, donc qui ont déversé ce poison, en ont été victimes, comme ils les ont épandus. Et eux, ils ont réussi à trouver les compagnies ont réussi à trouver un accord à l'amiable à hauteur de 180 millions de dollars en 1984, alors que les victimes vietnamiennes n'ont jamais. Il n'y a pas de condamnation, ils ont été indemnisés. Voilà, ils ont été indemnisés alors qu'il n'y a jamais rien eu une réponse ni juridique ni financière pour les victimes vietnamiennes. Laotiennes et cambodgiennes aussi. C'est ça. Il y a quelqu'un qui disait dans le chat le combat contre le chlordécone n'est pas si loin. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Et moi je voulais vous poser une question aussi, c'est là on est sur un procès, mais on l'a déjà un petit peu évoqué, mais en quoi est-ce que ça rejoint d'autres ambitions, peut-être des ambitions plus mémorielles, plus politiques. Comment est-ce que la justice, en fait, le combat pour la justice, est-ce qu'il va rejoindre d'autres terrains de lutte et de revendication ? Alors, en fait, voilà, effectivement, vu que c'est un procès et c'est porté en justice, en fait, l'avocat Donia dit que, en fait, le droit, c'est un outil pour aborder ces sujets, faire un débat et pour tenter de punir les personnes qui restent impunies. Et du coup, ça permet ce débat-là, ça permet qu'on puisse en discuter avec vous. Et du coup, ça permet de montrer aussi qu'il y a aussi une notion de transmission. Parce que voilà, ça parle d'histoires qui se sont passées il y a maintenant 50 ans. Et le fait que nous, jeunes générations, on puisse s'intéresser à ces sujets-là grâce à ce procès, ça permet à Nia de nous transmettre aussi sa combativité et montrer qu'en fait depuis des années on se bat pour ces luttes-là et qu'il faut continuer de se battre et c'est une source d'inspiration aussi. En fait pour moi Nia reste une grande source d'inspiration pour même les combats qui se passent actuellement dans les conflits coloniaux actuels. On montre que il faut rester vigilant sur tout ça et s'inspirer de ces combats-là, quoi. En tout cas. Et en réponse peut-être plus politique, en novembre ou en décembre, la Belgique a été l'un des premiers pays à reconnaître justement, à avoir porté un projet de loi mémorielle qui vise à reconnaître les victimes de l'agent orange. Donc c'est un travail de longue haleine de nos compatriotes, de nos confrères belges qu'on a pu rencontrer et avec qui on interagit et qui ont réussi justement à porter jusqu'à l'équivalent de l'Assemblée nationale ce projet de loi mémorielle qui reste symbolique, hein, mais qui quand même envoie un message très fort. En France, actuellement, on essaye, en tout cas de notre côté, de faire la même chose. Trantonia a été auditionné, par exemple, par l'Assemblée nationale en début de ce mois pour parvenir à un projet de loi dit transpartisane pour justement participer à la mémoire individuelle pour la diaspora et collective aussi. Et on sait que ça va être un processus long aussi, parce qu'on sait que l'Assemblée nationale, ça reste un lieu, on va dire, compliqué. Mais en tout cas, elle est écoutée par des députés de la LFI, un peu transpartisans en ce moment. Donc du coup, c'est encore une autre étape sur laquelle on essaye de creuser, on va dire, un discours. Vous avez déjà eu des contacts là ? Oui, il y a Mathilde Panot et Sandrine Rousseau qui sont vraiment à l'écoute qui seront là le 4 mai aussi. Qui seront là le 4 mai. Et du coup, qui nous soutiennent dans nos démarches. Et en fait, il s'avère que au sein de l'Assemblée nationale, il y a, on va dire, un comité d'amitié France-Vietnam. Oui, le groupe d'amitié. Le groupe d'amitié France-Vietnam.
pour beaucoup d'autres pays. Et du coup, ça a permis d'avoir l'écoute de ce comité-là très récemment. Et voilà, du coup, c'est une première étape qu'on essaye d'obtenir. Ça va être long. On sait que les résolutions, voilà, c'est des débats qui se passent au sein de l'Assemblée nationale. Donc voilà, là, on laisse faire, on va dire, les parlementaires. Mais voilà, on est vigilant là-dessus. Et puis, à un moment donné, si on voit que ça peut porter ses fruits, on va en parler, oui. Et à l'international, est-ce que vous avez des liens avec d'autres collectifs qui mènent des campagnes similaires à la vôtre, peut-être? Déjà, quand tu as parlé ça reste en France, parce qu'il y a le collectif Zéro Chlordécone, Zéro Poison, avec qui on a beaucoup de liens, parce qu'effectivement, il y a des liens, on va dire, d'enjeux environnementaux très proches. Et du coup, on se soutient mutuellement à ce niveau-là. Voilà, dès qu'ils ont des tribunes ou dès qu'ils ont des appels à manifestation, on les soutient. Eux, ils viennent aussi nous soutenir en retour. Et voilà, on essaye de créer ces synergies-là. Maintenant, je sais que, pareil, ça reste en France. Mais oui. Donc, et c'est vrai que le collectif Vietnam Dioxine, vu qu'il est en France, pour l'instant, reste. Oui. Non, j'ai dit les actions du collectif Vietnam Dioxine restent plutôt à l'échelle française, pour l'instant. Oui, c'est très bien. Et tu m'as dit que tu voulais aussi parler de la résistance palestinienne et de pourquoi est-ce que vous soutenez aussi la résistance palestinienne? Oui, Vas-y. Parce que c'est vrai que là, en ce moment, avec les blocus à Sciences Po, il y a eu des étudiants à l'EHESS aussi qui ont été convoqués pour apologie du terrorisme. Et du coup, ça nous a... Enfin, nous, en tant que collectif Vietnam Dioxine, d'un pays qui a lutté pour son indépendance, forcément, on se reconnaît un petit peu dans ce combat-là. Et aussi, quand on se renseigne un petit peu sur la guerre du Vietnam, on voit que pendant la guerre du Vietnam, il y a eu des mobilisations étudiantes partout dans le monde, notamment aux États-Unis, à Berkeley, par exemple, en France aussi, à la Sorbonne, où il y a eu beaucoup de manifestations qui ont mené notamment à mai 68. Oui, 68, ça a commencé par Ça a commencé par ça. Et à chaque fois, c'était toujours les mêmes arguments. C'était pour les étudiants américains, on les taxait de communistes parce que le gouvernement ne supportait pas le fait qu'il n'ait pas de soutien patriotique. Et aussi, je me rappelais que les personnes qui étaient envoyées pendant la guerre du Vietnam, c'était pour un tiers des personnes afro-américaines qu'on envoyait sur le front, un peu comme de la chair à canon. Donc la question raciale, elle est un peu partout. Enfin, elle est très présente dans ce genre de conflit. Et il y a eu effectivement des manifestations en France. Il y a même un journaliste qui racontait qu'il y avait le boulevard de Saint-Michel qui a été renommé boulevard Vietnam héroïque ou quelque chose comme ça. Donc on voit qu'en fait, on voit que l'histoire se répète, mais d'un autre côté, les manifestations se répètent aussi. Donc c'est important de prendre du recul. Ouais. Je veux dire que la guerre du Vietnam, ça a été... notre guerre, toute une génération, au moins 2 générations. Hein. Et personnellement, j'ai grandi quand même à la fin. Mais c'était la lutte fondamentale qui structurait non seulement, évidemment, c'était en solidarité avec la lutte du peuple vietnamien, mais aussi laotien, cambodgien, etc. Parce que c'était toutes les guerres que les États-Unis menaient dans l'Asie du Sud, en Asie du Sud-Est. Mais ce que je veux dire, c'est que des générations entières ont été structurées par cette lutte, ont appris le militantisme à travers cette lutte, parce que c'est pas uniquement... on apprenait aussi le militantisme à travers cette lutte, on apprenait la vie internationale à travers cette lutte, et une solidarité entre tous les pays à travers cette lutte, puisque, vous l'avez dit, ça avait quand même commencé aux États-Unis, et c'était extrêmement fort. Il y a eu des morts, je veux dire, à Berkeley, etc. Les manifs Vietnam, c'était quelque chose. Et en France, ça a pris une importance considérable, avec tentative d'attaque de l'ambassade américaine à Paris, etc. C'était extrêmement puissant, extrêmement fort. Et je le disais tout à l'heure, ensuite, il y a eu ces comités Vietnam-Palestine, qui s'appelaient Indochine-Palestine. Ils avaient repris l'ancien nom. Et c'était quelque chose d'extraordinaire. C'était quelque chose d'extraordinaire. Et concernant le Vietnam, juste un petit clin d'œil au tunnel, puisque ça vient de là-bas, ça vient du Vietnam, vous savez l'histoire des tunnels. En fait, ça vient de Corée au départ. Ça vient de Corée du Nord, et ensuite, ça s'est transmis absolument au Vietnam. Il y a la route des tunnels, c'est tout à fait intéressant à faire. Et l'expérience vietnamienne de ces kilomètres de tunnels qu'il y avait au Vietnam, c'était absolument extraordinaire. Hein. Il faut voir un film de Joris Evans, qui s'appelle 17e parallèle. Parce que le 17e parallèle, c'était la limite entre les deux Vietnams à l'époque. Hein. Et dans ce film du réalisateur hollandais Joris Evans, on voit, il y a quelque chose, je me souviens toujours, parce que c'était en temps réel en plus, hein, et on voyait, non, mais c'était extraordinaire, les bombardements
Il y a quelqu'un qui dit tunnel, qui parle de tunnel. Il y a un affrontement entre tunnels. Il y a un affrontement de tunnels sur un mode concurrentiel. Non, mais il faut le voir, ce film, si vous avez l'occasion. 17e parallèle, hein. Il est extraordinaire. Parce que on entend, mais c'est incroyable, parce que vous savez que sous chaque, dans chaque école, sous chaque table d'écolier, il y avait un tunnel, il y avait un trou pour se cacher. Et les élèves avaient l'habitude aussitôt de se dissimuler, de se protéger lorsqu'il y a des terribles bombardements des B-52 américains arrivaient. C'était absolument effroyable, hein. Et dans le film, on entend les bombardements qui sont absolument effroyables. Et on a ces élèves qui se cachent, chacun avait un trou individuel de protection sous sa table, c'était extraordinaire. Mais surtout, on a les paysans qui rentraient avec leurs troupeaux dans des tunnels, justement, et qui étaient à l'abri, comme ça, de ces bombardements. Mais c'est extraordinaire, parce qu'ils projetaient des films dans les tunnels, etc., pour passer le temps, alors qu'au-dessus, on entendait le fracas des énormes bombes. Il faut savoir ce que c'est qu'une bombe d'un AB-52. Hein, ça va vous faire un cratère de 30 mètres, 40 mètres. C'est des choses considérables. C'est les plus grosses bombes qui sont actuellement en usage en Palestine. Oui. Donc voilà, il faut. En fait, toutes les actions qui sont menées en ce moment en faveur de la Palestine, on a envie de les soutenir et de se reconnaître aussi dans ce conflit qui fait beaucoup de gens. Et donc on va continuer de soutenir toutes les organisations qui soutiennent la Palestine, quoi. Ok. Bah écoutez, on va conclure. Est-ce que vous avez un dernier mot avant de conclure? Peut-être rappeler les rendez-vous. Oui, du coup, comme on disait là, le procès en appel, il arrive le 7 mai. Et du coup, le 4 mai... C'est où on peut y assister? Oui, vous pourrez assister en fait à la place de la République le 4 mai. On sera présent pour soutenir Nia, place de la République, donc à partir de 14h. Place de la République, 4 mai, 14h. Voilà, exactement. Et il y aura plein de personnalités qui seront là pour venir nous soutenir, des parlementaires. Et on a besoin de montrer avant le procès qu'elle est soutenue. Donc s'il y a un maximum de monde, ce sera super, quoi. Donc voilà. Ok, merci à tous les trois. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, Kevin ou Micheline? Non, c'est très important ce qui a été dit. Du coup, je salue les camarades qui sont passés avant de Sciences Po. Parce qu'en fait, ces mobilisations du milieu étudiant, c'est important. En fait, ça permet de... On voit comment ça essaime un peu, ça commence à essaimer un peu en France et comment on peut obtenir des victoires et comment c'est important pour nous mobiliser tous sur la Palestine, sur le Vietnam et comment c'est des histoires qui durent sur des années. Hein. Ce que tu disais, Youssef. Oui, j'ai bien le... C'est exactement ce qu'on disait, le Vietnam a vaincu, la Palestine vaincra. Exactement. Donc rendez-vous le 4 mai, le 4 mai à 14h à République, les gens. Voilà. Yazid, pardon. En fait, moi je suis toujours super touché, ému d'entendre des témoignages par rapport à cette guerre dont on parle finalement assez peu en France. Hein. Et c'est toujours hyper frappant, la constance quand même du camp impérialiste. Oui. Dans son comportement, qui est toujours quand même, on est toujours sur la corde raide du génocide. Hein. Et puis comment est-ce que l'intégralité du dispositif capitaliste peut se mettre au service d'une mécanique de la mort, quoi. Parce que là, effectivement, on parle d'un produit qui, a priori, n'est pas pensé pour tuer, mais pourtant, c'est ce qui va faire, d'ailleurs, remarquablement bien, ça, c'est terrible. Et je crois comprendre aussi que l'agent orange, c'est aussi ce qui a permis de créer le Roundup. Voilà, oui. Le fertilisant qui a servi. L'ancêtre du glyphosate, effectivement. Exactement. Qu'on utilise, où il y a des débats en ce moment à l'échelle européenne pour savoir si on l'utiliserait ou pas encore. Je crois que les débats sont toujours actifs. Et du coup, voilà, nous aussi, on s'inscrit aussi dans le fait de se responsabiliser au niveau de l'utilisation de ces produits chimiques pour l'agriculture ou contre. Enfin, nous, on est contre, évidemment, quoi. Et aussi, le 25 mai, on va se réunir pour la journée contre l'agrochimie. Du coup, voilà, ce sera effectivement toujours contre Monsanto. Et aussi, voilà, si vous êtes sensibilisé à ces questions-là, on sera là pour faire valoir les droits des personnes qui aimeraient ne pas manger, en tout cas se nourrir avec des produits bourrés de produits chimiques, quoi. Voilà. Monsanto, c'est un des fabricants qui est justement attaqué par Trentonia. On a cité Dow Chemicals, Hercule, tout ça. Voilà, ils sont 14. Et donc, on va soutenir Nia. Magnifique. Le 4. Super. Ok, les gens, le chat, ne quittez pas parce qu'on va changer de plateau. Là, je vais laisser la place à Wissam pour la seconde émission. Donc là, ce sera sur les élections européennes. Donc on est avec Alma Dufour,
Cassandre et Paul Bellec, vous connaissez. Donc vraiment restez, c'est juste après, je suis pile à l'heure là, 20h30, c'est magnifique, on est vraiment pile à l'heure pour une fois. Oui, voilà. on peut citer la série documentaire d'Arte sur les guerres du Vietnam aussi. Ah, incroyable, ah oui, en 7 ou 8 épisodes. Oui, parce que je me rends compte que beaucoup de gens ne connaissent pas bien la guerre du Vietnam, or c'est la guerre fondamentale. Le documentaire, ça reste un point de vue américain. Bah, bien sûr. Super intéressant quand même. Oui, à critiquer aussi. À critiquer, bien sûr. À critiquer, bien sûr. Quand on regarde quelque chose à la télé, il faut toujours avoir cet esprit critique. Cet esprit critique. Hein. Et je voudrais juste féliciter quand même, parce que j'en ai parlé tout à l'heure, Martial Franciscan, qui était ce médecin spécialiste des gaz, qui est toujours vivant grâce à Dieu, qui a un certain âge, mais son apport avait été considérable. Hein. Son apport au sein du tribunal de Bruxelles, etc. Il avait été considérable et voilà, il a continué ensuite avec la Palestine. Il faut rendre hommage à ce monsieur qui fait partie de l'association France-Palestine Solidarité aussi. Magnifique. Ok, merci au collectif. Merci beaucoup. Merci à vous, collectif Vietnam, Dioxine. Laisse-moi conclure. Merci beaucoup. Tu vas me voyer la conclusion. Donc on était avec Kevin, Micheline, Vincent, Yazid et Youssef. Merci à tout le monde. Merci au chat. Merci au chat de ouf. Merci au chat. Et à tout à l'heure. Au revoir. Salut. C'est bon ? Salut.